recevoir à présent Emmanuelle Legault, qui est présidente du groupe Cadio. Alors Cadio, c'est une entreprise qui compte 5 entreprises à Locronan, dans le Finistère. Emmanuelle, on va parler de ces entreprises, on va aussi parler de vous et de la manière dont vous les dirigez. Vous avez choisi de baptiser cette masterclass quand l'organisation du travail fait sens et croissance. Je pense que c'est un titre qui demande une petite explication de texte. Pourquoi ce titre-là? Parce que donc oui, nous avons une grosse croissance de notre activité depuis des années. Ça va, vous m'entendez bien? Ça va? Ouais, nous avons beaucoup de travail et donc notre entreprise est en croissance et on ne savait plus où donner de la tête. On ne savait plus comment gérer cette croissance, ces commandes qui affluaient, ce succès en fait, hein. Et on a voulu donc donner du sens pour accompagner cette croissance, donner du sens à nos collaborateurs, donner du sens au travail du quotidien. Alors c'est très important parce qu'on se dit souvent qu'avoir une croissance forte, c'est forcément quelque chose de positif, ça l'est, mais en même temps, ça implique aussi d'avoir des adaptations dans sa façon de travailler. C'est ce que vous allez nous expliquer. Est-ce que vous pouvez, pour resituer le contexte de cette croissance très importante, nous dire en quelques mots ce Oui. qu'est ce groupe Cadieu? Alors donc société Cadieu, elle est la société est basée à Locronan, dans un village de 800 habitants. Mon père était menuisier bois, ma mère comptable, et ils auraient pu rester comme ça toute leur vie. Ils travaillaient bien, ils avaient leur clientèle, et mon père a toujours eu un sens de l'innovation prononcé, et il a créé une belle PME de fabrication de portails, de clôtures en aluminium et en PVC, et une société de chaudronnerie plastique pour le traitement de l'eau. Et donc on a eu un succès parce que les produits étaient euh, adaptés aux besoins du client dès le début. Donc vraiment, on a un sens du client, un sens du service client très développé, qu'on a de père en fille, très très développé. Et donc ce sens du client fait que nos produits plaisent et on a eu une forte croissance. Donc on est passé là Moi, quand j'ai repris la société il y a 10 ans, on était 150 personnes, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on a clôturé à 400 personnes, 53 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une croissance qui est très 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 forte, Rapide. Donc une rapide. croissance à 2 chiffres toujours et puis une société qui devient plusieurs entreprises Ouais. puisque aujourd'hui il y en a 5. Oui, en fait, on a créé une galaxie d'entreprises. En fait, on s'est dit, on va explorer cette galaxie d'entreprises. On a une grosse société qui fabrique du portail, de la clôture et du garde-corps. On distribue sur toute la France des produits sur mesure à travers un réseau d'artisans. Donc ça, c'est une grosse structure. On a une plus petite structure qui fabrique des cuves. On a souhaité couper les entreprises parce qu'elles n'avaient pas du tout la même proposition de valeur. Donc on a créé une autre PME de 30 personnes qui a sa propre vie, ses propres salariés. Et on fait aussi quand même on propose des changements de poste, des évolutions, mais ça reste une entreprise à part. On a une société de transport parce qu'on livre par nous-mêmes toute la France, tous nos clients. Et également, on a créé une plateforme d'innovation où là, on regroupe tous les services R&D, informatique et communication. On veut qu'ils restent au service de nos sociétés productives. Voilà. Et une Et, dernière sur le et là, on est en train thermolacage. d'accueillir une nouvelle planète qui s'appelle Serens. C'est un atelier de thermolacage qu'on crée de toutes pièces dans le champ d'à côté. Parce qu'on a la chance, on est à la campagne. Et donc, on a la chance de pouvoir acquérir des terrains agricoles. Et on crée un nouvel atelier d'une dizaine de personnes. J'avais noté que sur cette croissance, pour bien la situer, en fait, depuis votre rachat, depuis que vous avez racheté l'entreprise familiale, vous avez multiplié par 3,5 Ouais. le chiffre d'affaires. Ça donne une idée Ouais. de la rapidité de cette croissance-là. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qui peut donner quelques pistes pour comprendre le pourquoi d'une telle croissance sur un secteur qui est quand même un secteur assez traditionnel. On n'est pas dans les nouvelles technologies. On est dans un secteur de la menuiserie. Multiplié par 3,5 sur 10 ans, ça s'explique comment? On a exporté hors de la Bretagne. En fait, hors de la Bretagne, d'accord. voilà. En fait, avant, nos produits on travaillait du PVC, et on travaillait de la Bretagne.
portail blanc, très solide, classique, ça faisait le job. Et en fait, on est sorti de nos frontières et on a découvert que nos produits étaient solides, plaisaient beaucoup aux autres régions. Et on a donc étendu notre force commerciale. Je pense que quand la croissance passe par le commerce, par les commerciaux, des ambassadeurs de nos produits. Et en fait, on a proposé nos produits ailleurs et ils ont marché. Et on a découvert aussi qu'il y avait l'aluminium qu'on ne connaissait pas, nous, en Bretagne. Et donc, on a commencé à faire du portail aluminium et on a eu un succès fou. Et c'est cette croissance qu'il a fallu, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour savoir qu'est-ce que le lean et qu'est-ce que l'organisation apprenante. Mais on a dû donc trouver des solutions pour ne pas subir cette croissance et plutôt la vivre avec plaisir. Alors justement, cette question du lean et de la solution, Voilà. dans ce contexte de croissance, elle vient de vous. Ça va nous obliger à parler, ça va vous obliger à parler un petit peu de vous. Vous, votre parcours personnel qui vous a amené à proposer cette solution, quel est-il? D'où est-ce que vous venez? Alors, moi, j'ai fait un master, d'abord un bachelor en marketing commerce, terrain opérationnel à Nantes. Et ensuite, j'ai fait un master en contrôle de gestion système d'information à la Subdeco Brest. Donc, j'ai plutôt un profil généraliste avec une spécialisation contrôle de gestion système d'information. Donc, les flux d'informations, l'organisation des entreprises, j'ai toujours eu cette passion. Une passion? Une passion pour l'innovation Une passion en matière pour l'organisation, l'innovation produit et le client, le marché. Enfin, c'est vrai que je suis passionnée de ça. Ouais. de ces nouvelles Oui. organisations. Alors, vous reprenez en 2007 l'entreprise, vous subissez cette forte croissance et au regard de la formation que vous avez suivie, de cette envie de transformer, vous cherchez des solutions donc, pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Pourquoi? En fait, vous étiez dans des solutions au cas par cas, au jour le jour, On gérait l'urgence en fait. Voilà, racontez-nous. En fait, un client qui criait plus fort, on lui solutionnait son problème. Mais en fait, ce n'est pas une solution. On était très fiers à la fin de notre journée de régler le problème du client, mais ce n'est pas du tout bon pour le long terme. Bon, déjà, j'ai eu la chance de faire un programme qui s'appelait P2D en 2007. Donc, c'est Performance Développement Durable par la CCI de Quimper. Et Anne-Laure Delpech, qui est ici présente, m'avait ouvert à l'univers du développement durable, des parties prenantes, qu'on n'est pas tout seul dans notre entreprise. On a des gens autour, des fournisseurs, des clients, des partenaires et une société civile. Donc déjà, j'ai eu ce premier vernis qui m'a été donné. Et ensuite, j'ai découvert le Lean. Donc le Lean Management peut être vécu comme un gros mot ou une utilisation grossière du personnel ou à outrance. Et moi, je le vois d'une autre manière. Je le vois d'une manière apprenante, donner du sens à son travail. Et donc, je suis partie à fond dans le Lean en 2012. Et donc, on a pris un consultant Lean qui s'appelle Philippe Gross, qui est alsacien et qui fait partie de l'Institut Lean France. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait abordables pour toute entreprise, en fait. Mais qui demandent parfois à être expliquées. Pour moi, Voilà. le Lean, vous ne connaissiez pas, non? je ne connaissais Voilà. pas. Alors, expliquez-nous ce qu'est le Lean. Eh bien, le Lean, c'est une philosophie d'entreprise. Le Lean, en fait, on pense client toute la journée. On pense valeur. Voilà. Quelle est la valeur que l'on apporte à notre client? Ce n'est pas que d'une boîte à outils. On parle dans le Lean, on parle du Kaizen, du Jidoka, de l'Obeya. Il y a plein de mots japonais qui peuvent faire peur, mais ce ne sont que des outils qui nous permettent quand même de communiquer avec nos collaborateurs au quotidien. On a un langage commun, mais c'est quand même une philosophie orientée client, valeur ajoutée. Voilà, on pense client et on essaie de résoudre les problèmes là où ils se créent. Voilà, c'est beaucoup de bon sens dans une méthode. Voilà. Donc de la méthodologie qui permet d'être à l'écoute des clients, à l'écoute des collaborateurs aussi, avec une inspiration dès 2012. Et vous allez peut-être nous donner un exemple qui vous a inspiré à l'époque, c'était Toyota. Oui, Toyota, c'est une entreprise qui a fait naître le Lean et qui, à l'époque, n'avait pas autant de moyens que General Motors aux États-Unis. Et donc, il a dit, je vais faire avec ce que j'ai, je vais faire comme je peux, et plutôt m'occuper de mes collaborateurs et résoudre les problèmes là où ils se créent. Et c'est vrai que c'est une entreprise très inspirante. Voilà. Elle vous a inspiré notamment sur la gestion des flux. Oui.
Et c'est l'un des points importants du Lean, Oui. c'est qu'on gère les flux au plus juste. Et vous m'avez dit quelque chose qui m'a beaucoup fait rire à ce moment-là parce que je n'y comprenais rien. On est passé d'un flux poussé à Un un flux flux tiré. tiré. Ça veut dire quoi? Alors, un flux poussé, c'est la matière première ou la machine qui dirige l'entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise sont passionnés par les machines et veulent toujours de l'innovation technologique. Ils veulent la plus belle machine qu'ils ont vue sur un salon. Voilà, ils s'occupent plus de l'outil que de l'humain, en fait. Et le Lean, c'est l'inverse. On calcule d'abord le nombre de pièces que le client a besoin au bon moment, au moment juste à temps, et on organise le flux du client, donc de la logistique transport, vers la matière première, et non le contraire. Avant, chez nous, c'était le débit usinage qui dirigeait la société. Il poussait la matière dans le flux, ou alors il la retenait. Ça veut dire que s'il n'y avait pas assez de monde à travailler au débit, ou si la matière n'était pas arrivée, rupture d'approvisionnement, plus personne travaillait à l'arrière. Et aujourd'hui, on a réinversé entièrement donc le flux. Ça part du camion et on a des petites étiquettes qu'on appelle des kanbans et qui traversent toute l'entreprise par boucle et qui rythment le travail, et les collaborateurs, ils comprennent ce qu'ils font. Parce que c'est clair, il y a une petite étiquette, il y a une zone, je sais le nombre de pièces que je dois faire par jour, je ne suis pas stressée parce qu'on ne va pas m'en demander plus, on me demandera toujours la même quantité. Et donc, en fait, c'est un management visuel. On visualise ce que l'on doit faire, comment on doit le faire, et le lendemain, mon responsable me donne mes résultats. Là, on est déjà dans l'organisation, la méthode, mais pour revenir sur le principe, quand vous dites j'inverse le flux, est-ce que pour la béotienne que je suis, c'est pas finalement avoir une organisation qui est basée sur l'attente des clients Si. et non pas sur les moyens techniques dont Exactement, vous c'est disposez? exactement ça, vous avez compris. Inverser On complètement. inverse tout. Et ça nous permet aussi d'avoir plus de prévision. On est obligé de prévoir. Donc, on fait des PDP, donc ça s'appelle un plan de production. Le PDP se fait à la semaine ou à la journée, ça dépend de votre organisation. Plan de production, on fait des pics, plan industriel et commercial. Ça nous oblige à faire des prévisions d'activité. Ensuite, on travaille sur des contenus de travail dans tout le flux dans l'entreprise. On a un contenu de travail à la DV, un contenu de travail au bureau d'études. On sait combien on est capable de faire par personne par jour. Et c'est assez simple parce qu'on sait que en mois d'avril, je devrais, au lieu d'avoir 8 personnes à la DV, il m'en faudra 12. C'est beaucoup plus évident et on prend des décisions de recrutement beaucoup plus objectivement. Voilà, on dit on peut le faire parce qu'on en a besoin. Donc vous inversez ce flux, vous partez du besoin client. Qu'est-ce que ça a changé très concrètement dans l'organisation des ressources humaines? On met les gens, on met les bonnes ressources au bon moment. Et ce qui Ça n'était pas le change tout. cas avant. Ah non, non. Racontez-nous. On n'osait pas embaucher au bon moment. En fait, on embauchait beaucoup trop tard. Donc, on ne formait pas, on n'intégrait pas. Là, maintenant, j'ai des ateliers écoles. Là, ils vont même démarrer un peu plus tôt que d'habitude. On a un atelier école qui ouvre. On recrute sans CV, sans discrimination, avec des méthodes de recrutement psychomoteurs. On recrute, on forme, on prend notre temps et après, on a les bonnes compétences au bon moment. Parce que vous savez maintenant anticiper Voilà. et savoir à quel moment vous aurez Voilà. besoin de quelles compétences. Voilà. C'était très différent avant? Ah oui, très différent. On appelait l'agence d'intérim, on prenait 10 personnes, les gars ils y arrivaient. Et vas-y, explique-moi. On est quand même dans un produit de savoir-faire, de menuiserie artisanale. Et il y avait beaucoup de pertes de temps. Voilà. Donc là maintenant, on sait. On accueille beaucoup mieux les personnes dans notre entreprise. On prend notre temps. Et eux, ils peuvent poser des questions. Les nouveaux arrivants, ils ne sont pas là perdus. Non, je ne pose pas de questions parce qu'on va me dire que je ne suis pas bon. Ils peuvent poser des questions. Est-ce que c'était vraiment une innovation? Parce que pour toutes les entreprises aujourd'hui, partir de l'attente du client, ça peut paraître une évidence. Mais quand vous l'avez lancé, c'était vraiment une innovation. Oui, c'est innovant parce qu'il faut inverser totalement l'organisation de l'entreprise. Il faut former tous vos managers à la méthode. Donc, les managers, souvent, sont des experts, des anciens ouvriers qui étaient très bons à faire un métier. Et là, d'un coup, ils deviennent managers. Ils se retrouvent au centre d'une pièce à dire, les gars, bravo. Ça, c'est très difficile en France de dire bravo. Bravo, vous avez bien travaillé. Hier, on a fait tant de pièces. Aujourd'hui, on doit en faire tant. La qualité, on peut s'améliorer. C'est pas évident. Donc, on a formé tous nos managers à la prise de parole.
Et voilà, non, c'est pas si simple que ça. Et à Franchement, l'expression de leurs voilà, besoins aussi, puisqu'ils sont en charge de gérer voilà. cette nouvelle Et organisation. voilà. Et les ouvriers, ils pensent pas qu'on va leur demander leur avis. Donc, un Kaizen, c'est-à-dire c'est une résolution de problème. On a des paperboards dans l'atelier et puis ils mettent, oh là, c'est moi? Non. Non. Ils mettent les problèmes sur des papiers. Ils se demandaient même pas, quand ils arrivent dans d'autres entreprises, qu'on allait leur poser la question. Ils n'osaient pas écrire leurs problèmes. Aujourd'hui, ils Voilà. le Et font. aujourd'hui, ils sont même obligés de le faire. Enfin, c'est dans la société. Si tu ne donnes pas de problème à résoudre, c'est que tu participes pas à la valeur, en fait. Donc il y a ce travail sur l'identification des problèmes où chacun doit Voilà. contribuer. Et sur la résolution, c'est de la même manière. Voilà. Chacun des problèmes listés doit être résolu. Le plus vite Par possible quelqu'un. et au moment où il se crée. Et non par le responsable qui arrive un peu énervé, qui va donner un ordre. L'idée, c'est que le problème se résolve quand il arrive. Et le top, c'est l'arrêt au premier défaut. L'arrêt au premier défaut, donc c'est ne pas faire continuer le défaut dans la chaîne de valeur. Voilà, avoir au moins l'audace déjà de dire ce que je fais, c'est pas bien. Et donc je m'arrête et j'essaye de trouver la solution. Vous m'avez donné un Voilà. exemple qui était un défaut récurrent, des vis qui manquaient. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'arrive plus. Dès qu'il Voilà. manque quelque chose sur Voilà. le montage d'un Voilà, portail. voilà, on s'arrête, on se regroupe, on trouve la solution. Et voilà. Et en plus, c'est beaucoup plus valorisant pour l'ouvrier parce que c'est lui qui a trouvé la solution. Alors que c'est un ordre, ça ne va pas durer longtemps. Je pense que quand quelqu'un trouve une solution tout seul, eh ben, il va la promouvoir, cette solution. Beaucoup plus vite que si on lui donne un ordre, ça sera fait, on va obéir au chef, mais vous viendrez une semaine après, 2 semaines après, ça n'aura pas marché, je pense. Ça n'aura pas bougé. Non. Vous avez donc changé pour aller sur ce fonctionnement en ligne, à la fois le travail des managers qui se sont formés, les ouvriers ont été amenés à contribuer beaucoup plus à l'identification des problèmes, à leur résolution. Et pour vous, pour la direction, ça a changé quoi? Ça change quoi d'aller sur une telle organisation? Déjà, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut être tout le temps sur le terrain. Il faut être persévérant, montrer votre intérêt. Il faut visiter la société, on appelle ça un gemba en japonais. Il faut visiter la société dans le sens du flux. Donc c'est du temps, il faut s'investir. Voilà, ça demande du temps, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut montrer que vous êtes convaincu. Voilà, et aller vers eux comme un coach ou quelqu'un qui est à leur égal. En fait, aujourd'hui, on regarde ensemble vers un tableau. On n'est plus, si je les appelle dans mon bureau pour leur dire, parle-moi de ça, ils vont être comme ça. Ils vont... Alors que si je vais dans l'atelier et je leur demande, tiens, aujourd'hui, on n'est pas au rythme, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, on parle ensemble, tous les deux, de la même manière. Ça a changé complètement les rapports hiérarchiques. Les relations. Est-ce que le terme d'intelligence collective construit autour du Lean est quelque chose que vous revendiquez? Oui, complètement, oui. Expliquez-moi pourquoi. Parce que c'est tellement vrai. Le Lean, ça peut être perçu comme quelque chose de standard, de standardisation, de productivité. Et nous, on le prend complètement différemment, comme une innovation collective. Tout le monde donne son avis. On a créé des trophées de l'innovation. Là, on va bientôt nommer les lauréats là, en décembre. On a depuis 3 ans des trophées d'innovation. On va organiser d'autres événements que je ne peux pas dire encore parce que c'est surprise pour accélérer l'innovation. Voilà. Mais comme le terreau est là, on peut faire des choses très différentes. Il y a plusieurs facteurs qui font que ça marche et qui sont des points importants à avoir en tête quand on passe à une transformation comme la vôtre. Le premier, c'est la question du partage des données. Impossible d'aller vers le Lean sans un très large partage des données. Oui, il y a une grande transparence, on donne les chiffres tous les jours, il y a une grande régularité, il faut que ça soit le plus proche possible de la journée. On est comme des enfants en fait, il faut que ce soit très proche un peu de ce qui s'est passé. Donc tous les jours, on a l'indicateur, voilà, c'est vraiment cadencé. Il y a un rythme, il y a une habitude qui leur permet d'avancer pas à pas en fait. Donc vous avez là aussi modifié tout le système d'information et de partage des données. Oui, déjà c'est beaucoup plus avec des papiers et des stylos et des stabilos. On n'a qu'un contrôleur de gestion dans la société pour 400 personnes. Et en fait, c'est des ouvriers qui prennent un stabilo et qui font leur propre graphique. Donc il n'y a pas besoin de technologie. On est low-tech, voilà. Mais sur l'organisation, on partage les données avec toute l'entreprise. Voilà. Mais se pose quand même une question. Quand on inverse le flux, quand on va s'appuyer sur
les demandes, les besoins des clients pour décider de la production, c'est la question de la confiance. Il faut avoir confiance dans son système. Est-ce que le système que vous avez mis en place, il est assez précis pour vous donner cette confiance? Ah oui, le système est précis. On recalcule tout le temps nos boucles Kanban pour vérifier qu'on est toujours dans le rythme des clients. On a notre rythme tous les semaines, il y a la réunion PDP pour valider qu'on est bien dans le rythme client. On réactualise nos pics, nos plans industriels et commerciaux si on voit que ça s'accélère ou ça décroît. Non, le système est très fiable. La façon, c'est très fiable. Et comme on réactualise tous les jours, c'est extrêmement fiable. Voilà. Et ça vous donne la confiance? Ah, moi, j'ai confiance, c'est clair. Par contre, ça ne résout pas les problèmes à votre place. Le lean va vous soulever les problèmes, ça va vous donner une odeur, pas très agréable. Et en fait, eh ben, il va falloir faire quelque chose avec cette odeur et la traiter. Ça ne résout pas les problèmes. Voilà, il faut avoir l'envie de résoudre les problèmes quand ils sont en face de vous. On voit bien un système qui inverse les flux, une organisation qui est une organisation carrée, rationnelle. On voit qu'il y a beaucoup de méthodes et que la question de la méthode est indispensable. De l'habitude aussi. Pour que ça fonctionne. Le thème de ce 360 possible, c'est la passion. Et en fait, je m'interroge, où est la place de la passion des collaborateurs, de votre passion à vous, dans l'entreprise quand elle a un fonctionnement comme celui-ci? Est-ce qu'il reste de la place pour justement, ça? parce qu'on innove ensemble, donc on est tous passionnés par ce qu'on fait. La passion, on la partage. On est des idées tous les jours. Je vois des salariés qui me disent si on faisait ça, et si on faisait ça, est-ce qu'on pourrait faire ça? En fait, c'est tellement passionnant parce que eux-mêmes, leur journée, elle n'est plus. Le sens, ils sont plus aveugles en fait. Ils savent pourquoi ils travaillent. On leur partage tous. Là, on a fait le stand Batimat. Sur Google+, on leur a mis bravo, félicitations, les clients sont contents. Il y a du sens. Et je pense que ce sens donne la passion du travail. Et la formation aussi, la stabilité que vous décrivez avec on n'a pas de turnover. Il n'y a pas de turnover. Non, et on recrute très facilement. Voilà. On recrute très facilement, on n'a pas de souci d'employabilité. On met une annonce, on trouve tout de suite du personnel. C'est le résultat, mais comment vous faites pour que cette passion, elle continue au quotidien dans les ateliers? Il faut être persévérant, avoir le sourire, être sûr de ce qu'on fait. Faut incarner cette philosophie, je pense. Et puis, il y a aussi des petits trucs, des petites façons de faire pour que chacun se sente impliqué à sa place et l'impression de contribuer. Je pense à ces boîtes que vous avez mises en place, les boîtes aux lettres de progrès. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est assez simple. On a pris une boîte aux lettres qu'on peut avoir pour mettre des fiches A4. Et en fait, chaque fois qu'on a un problème qui se crée dans son travail, on propose à la personne qui lui a créé un problème de le résoudre. Au lieu de crier ou de ronchonner et de dire « Ah, c'est nul ce qu'il a fait », on met juste le papier et on dit « Moi, il me manquait 3 lames » ou « La fiche était fausse ». Et en fait, la personne vient chercher, elle fait le déplacement et elle vient chercher sa feuille de progrès et elle résout le problème. Et elle dit merci à la personne qui lui a proposé ce problème. Au lieu de dire « Ah, il m'emmerde, tu vois, à toujours me critiquer ». On ne prend pas ça comme une critique. On prend ça comme un axe de progrès. Donc c'est à la fois une solution de résolution de problèmes et de résolution de conflits aussi. Oui, de détente, parce qu'avant, ils partaient en réunion, il y en a un qui était au milieu, et puis boum, 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 boum. Quoi. Donc là, ça change, on résout les problèmes un à un. En conclusion, Emmanuel, sur ce système que vous nous avez montré comme étant à la fois quelque chose qui peut permettre à chacun de se sentir impliqué, là où on peut voir au départ juste une méthode, vous avez envie que nous repartions avec quel message fort? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Que c'est possible déjà, que c'est adaptable à toute entreprise, petite ou grande, service ou production, association ou entreprise privée. Il y a beaucoup d'entreprises de très grosse taille. La Poste s'y est mise avec un programme qui s'appelle Elan. La SNCF le fait beaucoup dans tes centres de maintenance. Je sais que Thales le fait aussi. Enfin, il y a des très grosses sociétés qui le font et ça redonne du sens à des grosses sociétés. Et il y a des plus petites qui sont un peu qui pataugent dans leur croissance ou dans leur décroissance. Et il y a moyen de mettre du lean partout. Voilà. Mais par contre, ça demande du temps, de la persévérance et de s'informer tout le temps, de lire,
Là, le temps de venir de Brest, j'ai écouté la conférence de Michael Ballet sur le lean dans l'ingénierie. Voilà, il faut tout le temps se nourrir, en fait. Voilà. Ça demande quand même une passion pour ça. Mais vous dites, allez-y. Oui, Ça vaut le allez-y, c'est coup. possible, c'est très agréable à mettre en œuvre. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci Emmanuel Legault.